Comment configurer LVSDR? Avant de passer à la configuration de LVSDR, on doit savoir le mode de fonctionnement de ce type de LVS. Donc, comme vous le voyez ici, on a un client qui veut avoir une page web d'un LVS. Un LVS qui est constitué d'un directeur et de plusieurs serveurs réels. Donc, le client, euh, le client émet une requête vers le serveur virtuel qui est ici. Ce serveur virtuel, il le connaît par une VIP, une adresse virtuelle. Cette adresse virtuelle, il est non seulement configuré sur le directeur, mais aussi sur les autres serveurs réels. Donc, si on a par exemple un directeur et deux serveurs réels, on doit configurer une VIP sur le directeur et sur chaque serveur réel, en plus des adresses IP de chaque serveur. Donc, ça d'une part. Donc, il émet un paquet destiné au directeur. Ce paquet, il est encapsulé dans une trame Ethernet. Cette trame Ethernet, dans l'adresse MAC de destination, on trouve l'adresse MAC du LVS, c'est-à-dire de directeur ici. Le directeur, lorsqu'il reçoit la trame Ethernet, donc il analyse l'adresse de destination, à quelle adresse elle est destinée. Donc, c'est-à-dire il va voir le paquet et le port, etc. Et puis, il va la traiter selon une table d'ordonnancement qui est configurée avec le LVS. Et il va l'envoyer ou la rediriger vers un serveur réel qui est le plus disponible pour répondre à la requête. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle la chirurgie des trames. Il va remplacer le LVS, l'adresse MAC, son adresse MAC avec l'adresse MAC du serveur réel capable de répondre. Maintenant, une fois il est acheminé au vrai serveur réel qui va traiter la requête du client, le serveur réel reçoit la trame avec son adresse MAC bien sûr et une IP lui correspondant, et donc l'accepte et traite le paquet et retourne ensuite sa réponse directement au client. On va voir comment il peut faire ça, parce qu'il y a ici un problème, puisqu'on va le client va envoyer une demande avec une seule adresse IP de destination. Mais les trois vont recevoir en même temps. Donc celui-là va répondre et les autres ils vont se taire, ils ne vont pas répondre. Ça, on va le voir dans la configuration de notre laboratoire. Et puis maintenant lorsque le serveur réel traite la demande du client, il ne va pas retourner au directeur, mais il va répondre au client directement. Éventuellement, s'il y a un routeur du réseau, donc il va passer par la passerelle du routeur. Dans notre cas, on ne va pas utiliser un routeur, on va simuler le cas dans le cadre d'un réseau local. Et puis le client reçoit et traite la réponse. Donc exactement c'est ça. Maintenant, on va passer aux étapes de configuration LVSDR. Donc, comme vous le voyez ici, on va faire la même chose que le LVS-NAT, sauf que le routage dans le LVSDR n'est pas requis, n'est pas demandé, donc, puisque les nœuds vont répondre directement au client et ne vont pas passer par le directeur. Donc, le routage n'est pas requis. Et puis, on va configurer les cartes réseau, configurer les VIP, création d'une route vers la VIP, comme on l'avait vu pour le LVS-NAT. Et pour ce qui est de la configuration des nœuds, donc, pour ce qui est de la configuration des nœuds, bien des serveurs réels, on va procéder à la configuration de la VIP,
La même VIP qu'on a configurée ici, on va la configurer ici, mais cette fois-ci, c'est pas sur les sous-interfaces, mais sur les interfaces de bouclage loopback. On va voir comment on va faire ça pratiquement. Et puis on va procéder à une configuration spéciale de l'ARP. Pourquoi ça? Pour que s'il y a une requête qui est émise à la VIP qui serait la même chose ici et ici et ici par le client, on va configurer l'ARP pour que ces serveurs-là se taisent et seulement celui-là qui va répondre et traite la demande du client. Et puis installation des serveurs web Apache, comme on l'avait vu sur le NAT, et puis la personnalisation de la même façon des serveurs web. Et enfin, on va tester le load balancing, c'est-à-dire on va tester une requête et on va faire tomber un serveur et voir est-ce que l'autre va prendre la relève ou non. On va voir aussi la table de connexion. Ok, maintenant passons à la pratique. Voilà donc notre directeur dans lequel j'ai ajouté une interface en NAT pour pouvoir installer IPVS ADM, ce que je vais faire tout de suite. -y install IPVS ADM. Et puis lorsque ça serait terminé, je vais supprimer la carte. Donc c'est ça. Je vais supprimer cette carte là qui est sur le NAT. Je vais la supprimer carrément et voir ici IPA. Donc il y a seulement ENS37. On va voir aussi que ce que je vais faire, c'est créer 6 config / IPVS ADM, et puis comme ça on va système ctl start IPVS ADM, et puis je vais le mettre en enable. Et maintenant, si je mets status, donc il est up. C'est bien ça. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil sur les cartes réseau NMTui pour voir notre carte réseau. Donc, si je fais par exemple, normalement, c'est ENS33, il a été supprimé. Donc, si je fais modifier, vous voyez ici que 192.168.80.123. Donc, regardez ici, ça c'est le réseau que je vais utiliser même pour les autres. Pour le nœud 1 par exemple, si je fais IP adresse, j'ai 192.168.81. Et puis la même chose ici, IP adresse. 2. Donc ils sont sur le même réseau. On peut même tester la connectivité, ça marche. Et puis la même chose pour un, ça marche. On peut le faire pour les autres. Donc pour cette partie-là, on a configuré les cartes réseau. Il n'y a pas, n'oubliez pas que ici, il n'y a pas de gateway. NMTui. Il n'y a pas de gateway pour la carte réseau. Donc, si vous voyez ici, il n'y a pas de gateway. Donc, c'est bien ça. Annuler. Et puis, retour et quitter. Maintenant, on va créer l'interface virtuelle sur la seule interface qui se trouve ici, qui est le
ENS37. Si je mets IPA, je trouve qu'il s'agit seulement de ENS37. Donc comment créer la sous-interface? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier dans lequel je vais mettre ces interfaces pour que chaque fois je le lance. Donc je vais créer un script. Donc le script va contenir cette configuration là, ifconfig ENS37 2.0 192 168.80. Je vais prendre la VIPC 100 et netmask 255, toujours c'est un /32 et up. Je vais pas mettre je vais mettre un écho comme ça, et puis tout ça je vais le rediriger vers un fichier qui s'appelle network.sh. Voilà. Et puis je vais mettre root add 192 root add -host 192.168.80.100 dev et ENS37 2.0. C'est ça. Ça, je vais faire la même chose, echo, et comme ça. N'oubliez pas de mettre 2 fois et toujours network.sh. Maintenant, voilà BI ou bien cat network sh. Je vais trouver les deux. Donc c'est un chmod plus x network sh, et je vais l'exécuter. Et voilà. Maintenant, si je fais un IPA, je vais trouver ici ma sous-interface qui est une sous-interface de ENS37 qui est là. Et pour les routes, je vais faire un route -n, et comme ça je vais voir ma sous-interface, c'est-à-dire il pointe sur cet hôte là avec le /32. Maintenant on va déclarer le service LVS, le LVSDR. Donc comment faire? On va faire de la même façon que comme le LVS NAT. On va créer un script qui s'appelle LVS dr.sh, et on va y inscrire ici le shebang /bin/bash. On va lui dire ici IPVS ADM -c pour flasher la table utilisée par IPVS ADM. On va mettre ici IPVS ADM -A pour ajouter le service, -T c'est pour le protocole TCP, et ici il faut mettre la VIP 192.168.80.100 avec le numéro de port, et on va lui dire que utiliser le round robin. On peut utiliser d'autres algorithmes. Essayer de voir le help de cette commande là, et puis aller et copier la même commande, et puis à la place de grand A, mettez petit a, et puis ici laissez tel qu'il est, et puis ajoutez ici le serveur -r
Ça c'est le serveur réel. 192, 168, et puis 80 et 1. Ça c'est le serveur réel, le premier serveur réel qui va écouter sur 80. Et ici, mettez moins. G, c'est pour gateway, c'est pour DR. G, ça veut dire gateway, ça veut dire le direct routing. Donc ici, copier la même chose et remplacer le 1 ici par 2. Et de la même façon, on va faire appel à la commande de watch -n 0.2 et IPv-SADM -ln. Ça c'est pour visualiser. Ok, maintenant change mode plus X et LVS DR et puis LVS DR. Regardez, maintenant notre LVS il est opérationnel. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, il y a ici le mot route. Ça veut dire que lorsque j'ai mis l'option -G, il a pris ici le route, ça veut dire direct routing. Et puis maintenant, on doit passer à la configuration des serveurs réels. La partie la plus importante ici, c'est premièrement, c'est configurer le loopback. Ces loopbacks là, ils sont considérés comme des interfaces virtuelles. Donc on va mettre de la même façon ifconfig LO 2.0 192 168 80 et 100 netmask netmask 255.255.255.255 et app. Ça je vais le mettre de la même façon dans un fichier qui s'appelle, dans un script qui s'appelle aussi network loopback comme ça .sh. Et de la même façon ici je vais mettre je vais ajouter add route add -host et puis c'est l'autre, c'est celle-là, et puis dev et c'est LO 2.0 et puis je vais effacer tout et seulement laisser celle-là. Maintenant, si je vois un cat network, je vais voir ça. Donc, c'est un change mode plus X network et puis network comme ça pour l'exécuter. Maintenant, si je fais, si je vois ici un IPA, je peux voir mon interface loopback ici. Et voilà la VIP. Et si j'exécute route -n, je vais trouver mon loopback ici. C'est exactement ça. Maintenant, on va faire bien sûr la même chose sur l'autre, mais avant de faire ça, on doit ajouter les directives à un fichier qui s'appelle, /etc/cpl
6ctl.conf, on va ajouter 4 directives. La première c'est net.ipv4.conf.all-ignore égale à 1. Donc ça, YYP, donc et puis net, la même chose ici, mais cette fois-ci on va mettre YYP, ARP annonce, égale à 2. Je vais mettre la même chose ici, mais cette fois-ci au lieu de all on va mettre le loopback, c'est-à-dire ici loopback et le loopback. Donc on a 4 directives. Ça, les nœuds de répondre lorsque un paquet est destiné à la VIP, donc seulement le directeur qui va répondre. Les nœuds, ils vont se taire. Donc essayez d'enregistrer et lancer 6ctl-p et vous allez devoir voir normalement ces 4 directives. Pour ne pas alourdir la vidéo, je vais faire la même chose sur l'autre, c'est-à-dire je vais sur le nœud 2, c'est-à-dire je vais configurer l'interface loopback LO0 et je vais mettre ces directives là. Voilà, maintenant j'ai fait la même chose sur le nœud 2, donc j'ai créé un même script pour le network et j'ai ajouté ces directives sur le fichier 6ctl.conf. De désactiver les pare-feux, donc c'est systemctl stop firewall D, désactiver, mettez le SE Linux à 0, c'est-à-dire permissif, iptables -f -t filter, c'est-à-dire flasher la table filter, flasher la table NAT et flasher la table Mangle. Je répète ici, on n'est pas dans un, c'est-à-dire on n'est pas concerné maintenant pour la configuration de firewall. Cette étape-là n'est pas recommandée, mais on le fait pour seulement le besoin de laboratoire. On va faire la même chose sur les 3 serveurs pour ne pas bloquer le trafic. Donc ce qu'on va faire, je vais stopper la vidéo. Et voilà maintenant ma table sur le directeur. Je vais aller sur un client et puis lancer l'Internet Explorer. Sur Internet, je vais mettre ici la VIP qui est la 10, la 192.168.80.100. Voilà, nœud 2. On peut mettre la même chose ici. On peut avoir un autre. Nœud 2 toujours. Nœud 1. Donc vous voyez ici que il y a des modifications dans la table de routage de LVS.
On peut faire de la même façon que tout à l'heure sur le LVS, le LVS NAT, et aller et voir ça. Regardez. Voilà. Maintenant, tout est bien. Ok. On peut maintenant, on va aller sur le 1. Donc, système CTL, stop HTTPD. Et on va voir qu'il va basculer sur le 1. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour le LVS DR.